Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à Nantes, dans cette très belle ville de Nantes. Dans le cadre de Nantes Innovation Forum, le journal Le Monde organise aujourd'hui 3 tables rondes autour de la thématique crise et innovation citoyenne. Vous pouvez bien évidemment participer en interagissant avec nos invités sous forme de questions. Nous aurons en effet 20 minutes d'échange après nos 40 minutes de débat pour prendre vos questions et vos remarques. Alors pour poser vos questions concrètement et visionner les conférences, rendez-vous sur nantesinnovationforum.fr ou sur la page Facebook Le Monde Événements. Alors après notre première conférence intitulée « Comprendre les crises », eh bien nous vous proposons de découvrir lors de cette deuxième conférence comment gérer les crises, quelles sont les solutions très concrètement. Et puis tout à l'heure, nous aborderons dans un troisième temps fort la thématique « Anticiper les crises ». Chaque crise, quelle que soit sa nature, provoque d'inévitables bouleversements des modes de gouvernance et des circuits de prise de décision. L'adaptabilité est nécessaire et indispensable pour surmonter des situations exceptionnelles, fait naître de nouveaux circuits de production et de distribution, ainsi que des désirs profonds de changement dans l'organisation collective. En temps de crise, la demande d'une démocratie plus directe et impliquant plus encore les citoyens va croissante. Alors comment répondre concrètement à ce désir de participation citoyenne? Eh bien, c'est ce que nous allons voir lors de cette deuxième table ronde. Nous allons observer les initiatives à la fois locales, nationales et européennes qui émergent en temps de crise. Alors avec nous pour en parler, 4 invités. Johanna Roland, bonjour. Bonjour. Johanna Roland, vous êtes, faut-il vous présenter, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole et également présidente de France Urbaine, qui est l'association des grandes villes de France. Mathieu Ozano, bonjour. Vous êtes ancien journaliste, notamment au Monde. Vous dirigez aujourd'hui le Shift Project. Le Shift Project, c'est un think tank qui s'est donné pour objectif l'atténuation du changement climatique et la réduction de la dépendance de l'économie aux énergies fossiles. Et puis vous avez publié en 2015 un livre qui fait référence, Or Noir, la grande histoire du pétrole, aux éditions La Découverte. C'était le fruit de plusieurs années de recherche. Alors avec nous, nous allons avoir également en visioconférence Romain Slitine. Alors Romain Slitine qui doit nous intervenir d'Argentine. Voilà. Romain Slitine, bonjour. Bonjour. Alors Romain, vous nous parlez d'Argentine, hein, c'est bien ça. Vous y résidez une partie de l'année quand vous n'êtes pas en France. Vous êtes, Romain, spécialiste des innovations et des transitions économiques, sociales et politiques. Vous êtes maître de conférences à Sciences Po et vous êtes auteur notamment du Coup d'État citoyen que vous avez publié chez La Découverte en 2016. Et puis nous allons avoir sans doute dans un instant Olivia Grégoire,
Voilà, très bien. Olivia Grégoire, bonjour. Vous intervenez depuis Paris. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes secrétaire d'État chargé de l'économie sociale, solidaire, responsable auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance. Auparavant, vous avez été porte-parole du groupe l'AREM et puis vice-présidente de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Vous avez présidé la commission spéciale chargée d'examiner la loi Pacte, plan d'action, je le rappelle, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et puis auparavant, vous avez travaillé dans le privé, dans le public et également en tant qu'entrepreneur. Voilà. Merci à tous les quatre d'être là. Nous devions avoir avec nous Robert Sten, qui est adjoint au d'Oslo, mais qui est retenu pour cause de cellules de crise Covid. Donc, il vous prie de l'excuser. Alors, merci à tous les quatre d'être là. Romain Slitin, est-ce que vous pouvez, avec votre casquette Sciences Po, peut-on dire que les crises démocratiques déclenchent immanquablement un désir d'innovation citoyenne ? Oui, clairement, c'est Ulrich Beck, sociologue allemand, qui parlait de que les risques auxquels nous faisons face aujourd'hui pèsent sur la reproduction même de la vie. Et on le voit évidemment avec la crise du Covid. Et ça, c'est des crises tellement complexes que des élus seuls ou les pouvoirs publics seuls ne peuvent pas faire face à cette complexité et doivent pouvoir s'appuyer sur la force de l'initiative citoyenne. Cette force de l'initiative citoyenne, ça passe évidemment, Olivia Grégoire va nous en parler, par l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale, mais ça passe aussi par les innovations démocratiques qui sont toutes ces initiatives émanant soit de citoyens, soit d'élus, qui visent à mettre à jour notre logiciel démocratique en inventant de nouvelles pratiques. Et donc c'est vraiment ça que l'on peut observer depuis 5 à 10 ans, c'est cette émergence très forte des initiatives citoyennes et des initiatives et des innovations démocratiques qui, comme je le disais, peuvent être soit l'œuvre d'activistes de la démocratie qui sont rassemblés au niveau français, par exemple au sein de Démocratie ouverte ou d'autres organisations. Ça peut être au niveau mondial également. Il y a un forum mondial de la démocratie chaque année qui est à Strasbourg. Et puis, ça peut également émaner d'élus, je pense que Johanna Roland va nous en parler, et d'autres qui cherchent aussi à s'appuyer sur les citoyens pour pouvoir renouveler la forme de prendre des décisions, mais aussi de répartir le pouvoir, ce qui est également essentiel. Et puis peut-être dernier point en introduction, on parle souvent de la question évidemment des technologies, on ne va plus parler de nouvelles technologies, mais des technologies et d'Internet. Évidemment, ça joue un rôle essentiel. On parle de civic tech, qui sont donc ces initiatives qui s'appuient sur Internet pour renforcer nos démocraties. Il y a beaucoup d'initiatives qui s'appuient sur Internet, mais j'insisterai aussi sur le fait qu'il n'y a pas que le numérique dans la vie et que les nouvelles formes de démocratie doivent aussi s'appuyer sur des relations humaines, sur une démocratie délibérative très forte. Merci Romain. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une définition des termes initiative citoyenne ? Comment on peut le définir ? Pour moi, de manière très large, ce sont toutes les nouvelles pratiques, parce que je ne parle pas de nouvelles idées, on parle bien de nouvelles pratiques. Il faut pouvoir les mettre en œuvre, ces initiatives citoyennes, pour qu'elles puissent avoir un impact qui vise à redonner du pouvoir aux citoyens. On parle bien là de la répartition du pouvoir. On ne parle pas simplement de demander son avis aux citoyens, mais bien de pouvoir partager le pouvoir ou redonner du pouvoir aux citoyens pour que finalement on arrive progressivement à ce que le constitutionnaliste Dominique Rousseau appelle la démocratie continue, c'est-à-dire pouvoir en tant que citoyen avoir son mot à dire, sa capacité de décision entre deux élections et ne pas se limiter à l'élection de nos représentants, même si c'est évidemment essentiel à la vitalité de nos démocraties, de pouvoir, entre deux élections,
continuer à se faire entendre, continuer à décider ou à co-décider avec les élus. Merci. Alors, je le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants. Pour poser vos questions, rendez-vous sur nantesinnovationforum.fr ou sur la page Facebook Le Monde Événement. N'hésitez pas, nous aurons 20 minutes d'échange tout à l'heure avec nos invités. Alors, Johanna Rolland, vous venez d'écouter Romain Slitine. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse? Oui, je partage naturellement parce que nous en avons ici l'expérience, mais surtout parce que c'est une nécessité absolue, cette question de la démocratie en continu. Je crois que la question, c'est pourquoi faire ? Il me semble qu'on a d'abord un enjeu démocratique et un enjeu politique au sens noble du terme, soit séquence électorale après séquence électorale, on se désespère en voyant la montée de l'abstention dans notre pays, mais plus globalement d'ailleurs en Europe, soit on cherche des solutions. Et moi je fais partie de ceux qui croient que dans un pays qui reste quand même avec une culture très jacobine, très centralisatrice, une part de ces solutions, notamment sur ces sujets de partager le pouvoir d'agir et d'une démocratie citoyenne participative qui vient nourrir une démocratie représentative, les territoires, dans leur diversité, les grandes villes comme les territoires ruraux, sont des laboratoires d'innovation. Donc d'abord, il y a une fonction politique à ce choix. Ensuite, il y a cet difficile enjeu d'une société quand même très fragmentée aujourd'hui, de créer les conditions d'une démocratie délibérative. Quand on fait du dialogue citoyen sérieusement, et faire du dialogue citoyen sérieusement, c'est pas on colle 4 personnes autour de la table en mettant des post-it de couleur, j'ai rien contre les post-it, mais je dis ça parce que derrière, c'est la sincérité de la démarche qui est en jeu. Et plus on est attaché aux logiques de démocratie participative, plus on doit être exigeant sur la rigueur de la méthode pour qu'il n'y ait ni instrumentalisation, ni gadget de communication. Ensuite, il y a la conviction que oui ou non, ces démarches transforment véritablement l'action publique. Et pour moi, c'est extrêmement important de poser cela comme finalité, parce que c'est ce qui nous permet, en tout cas on en fait l'expérience ici, on a mené il y a maintenant 3 ans un grand débat sur la transition énergétique, je le dis à côté de quelqu'un que je sais particulièrement engagé sur ces sujets, je peux dire la force de transformation que nous a donné ce grand débat sur la transition énergétique. Et puis il y a la capacité qu'on a à innover en permanence, je donnerai juste un dernier exemple nantais, on a considéré que dans cette période de crise sanitaire très dure que nous traversons et qu'il est loin d'être derrière nous, l'actualité nous le rappelle et va nous le rappeler douloureusement dans les jours et les semaines à venir, on ne pouvait pas poser la question du monde d'après, je ne sais pas si c'est le vocable qu'il faut retenir, mais en tout cas la question du changement de modèle, sans écouter non seulement les experts, mais aussi redonner la parole aux citoyens. On mettra donc en place à Nantes une convention citoyenne dédiée spécifiquement à ce sujet. Merci, effectivement, Johanna Rolland. Alors, Madame la Ministre, depuis votre prise de fonction en juillet, vous avez beaucoup consulté le monde de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et de l'économie responsable. Alors, finalement, quel est votre constat? La France vous semble-t-elle en pointe en termes d'innovation citoyenne ou au contraire vraiment très en retard? Bonjour, déjà vous dire que ça me fait plaisir d'être là. Bonjour à l'Argentine et bonjour à Madame Johanna Rolland, que je n'ai pas le plaisir de connaître, mais j'en profite pour la féliciter, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je suis absolument ravie d'intervenir et merci de votre question. Oui, j'ai beaucoup consulté. Je ne crois pas que la France soit véritablement en retard. Je crois en revanche que la France essaye de prendre de l'avance. Je suis très sensible à ce que vient de dire Johanna Rolland et je vais y revenir sur la gadgetisation possible et les post-it de couleur. Ça m'a beaucoup plu. Bon, d'abord, j'ai pour réputation et pour attitude assez franche. Donc, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'on essaye. Et je pense que ces dernières années, il y a des choses quand même qui ont été tentées. Je ne dis pas que c'est parfait. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire mieux. Je dis que quand on regarde par exemple la réforme du CESE, du Conseil économique et social, l'intégration de personnes citoyennes tirées au sort, la refonte des collèges, la modernisation de cette chambre en chambre des pétitions citoyennes, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est quand même un point important.
on transforme une de nos chambres parlementaires pour y accueillir plus clairement, plus simplement la parole citoyenne. Je voulais aussi appeler deux autres expériences récentes. Évidemment, la Convention citoyenne pour le climat. On aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler. Là aussi, je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas que le gouvernement fait tout parfaitement, mais je dis que c'est quand même, moi j'ai un peu plus de 40 ans, c'est quand même, ça fait quand même, allez, bien 10 ou 15 ans que j'attendais qu'on ait 150 propositions qui viennent des citoyens et qui viennent un peu challenger, faut-il le dire, les politiques publiques. Je dis en avance, en tout cas, n'est absolument pas en retard et qu'elle l'essaye et qu'elle mesure, évidemment, la défiance dont parlait Johanna Rolland, voire l'atonie démocratique qu'on subit d'élection en élection. Et quand on a aussi peu de monde qui vient voter, on est en droit, après des années, de se dire que les politiques, ils sont pour quelque chose. Je vais aller un peu plus loin, ça peut vous étonner parce qu'on n'est plus dans la même majorité aujourd'hui, mais ça reste des personnalités politiques que je respecte. Je pense à Mathieu Orphelin, à Paula Forteza, avec qui, par exemple, en début de mandat, on avait aussi envisagé et bossé sur le fait que les questions citoyennes, les questions au gouvernement, ce qu'on appelle les QOEZ, les questions ouvertes sans débat au Parlement, puissent aussi, pour certaines, être proposées par des citoyens, en mettant en place en vrai des dispositifs qui ne sont pas si compliqués que ça, et qui consistent à mobiliser l'opinion publique en leur disant aussi, peut-être que vous devriez avoir un peu plus voix au chapitre, dans le cadre des questions sur des problématiques sur lesquelles vous êtes sensible et qui vous semblent importantes, une part des sujets. Tout n'a pas abouti. Ce qui me semble important de vous dire, c'est deux choses, et ça va me permettre de vous répondre et peut-être d'enclencher aussi l'élargissement du débat. Premièrement, je crois que la pire des choses qu'on peut faire, nous, responsables politiques, c'est de la fausse délibération. C'est de la fausse démocratie, délibérative, participative, peu importe le mot qu'on lui accole. Je crois que c'est la pire des choses, c'est assez contre-productif pour ne pas dire plus, ça dégoûte possiblement les citoyens lorsqu'ils voient qu'en fait on s'est moqué d'eux et qu'on a réuni 4 personnes et 3 post-it pour reprendre l'expression il y a 2 minutes. Et je crois que, comme vous l'avez dit, Johanna Rolland, la rigueur, la méthode, elle est absolument clé parce que si on veut faire ça, il faut le faire en ayant conscience de l'enjeu et que c'est 4 fois pire de le faire à moitié ou mal, en vrai, et c'est mon point de vue, que de ne pas le faire. Deuxièmement, il y a une chose qui me semble importante, c'est que j'ai trop vu ces dernières années, et j'étais au Parlement et j'en garde évidemment une expérience forte, je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui mettre en compétition directe, frontale, cette démocratie délibérative qui a vocation à être plus participative et la démocratie représentative. Je pense que le Parlement est représentatif. Je pense aussi qu'il faut élargir, on doit faire plus et mieux sur une démocratie délibérative. Mais il y a une chose, et je voudrais peut-être, moi, vous poser une question, je voudrais revenir sur ce terme de Pierre Rosanvallon il y a quelques mois dans un bouquin qui parlait de cette démocratie délibérative. Je crois que la meilleure façon de faire de la démocratie délibérative, c'est aussi de rendre compte plus clairement aux citoyens, au plan local comme national, de ce que font les pouvoirs publics. On a aujourd'hui un sujet au Parlement sur l'évaluation, on n'arrive pas bien à évaluer, à rendre compte de l'impact de nos politiques, et je pense que cette démocratie délibérative, elle doit aussi fournir des éléments d'évaluation, et qu'on a du travail à faire, et je vais essayer d'en porter une partie, sur l'impact de ce qu'on fait au plan local, national, mais on doit donner à voir aux citoyens l'impact environnemental, social, sociétal de nos actions. Je pense qu'il faut le faire assez vite, et je terminerai là-dessus, parce que je crois que la démocratie est pas très en forme au plan de la participation dans notre pays, on a tous l'occasion de le voir, et plutôt que les grands discours, je crois que les Français, et notamment les jeunes, attendent aujourd'hui des faits qui permettent de caractériser une politique plutôt que des grandes déclarations. Et aujourd'hui, sur cet impact, que ce soit d'ailleurs au plan national, encore une fois, comme parfois au plan local, les collectivités locales parfois s'en débrouillent mieux et parviennent mieux à rendre compte de leurs actions au plan d'impact. Je crois que c'est par là aussi qu'on retrouve la confiance. Et je pense qu'au plan national et parlementaire, on a des progrès à faire.
Effectivement, vous le soulignez, Madame la Ministre, la question de la mesure de l'impact aujourd'hui, notamment dans le domaine social, est absolument cruciale. Il y a un besoin d'harmonisation en fait de ces mesures d'impact, donc on va espérer qu'on puisse avancer très vite sur cette question très concrète. Mathieu Ozano, vous venez d'écouter Olivia Grégoire. Quand on parle de transition énergétique, et vous êtes spécialiste puisque le Shift Project est spécialisé sur ces thématiques, que pensez-vous? Quels sont les... Voilà, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? On parle de crise. Là, jusqu'à présent, c'est intéressant parce qu'on a pratiquement parlé que de la boîte à outils qu'on peut utiliser, des outils qu'on peut utiliser, des outils démocratiques qu'on peut user, dont on peut user face à cette crise. C'est assez symptomatique. Je trouve qu'on n'est quasiment pas parlé, alors c'est peut-être bien, de la crise elle-même. Si on parle de la crise... En l'occurrence, on est un petit peu à contre-temps, puisque moi, en l'espèce, je ne vais pas m'exprimer sur le Covid, parce que c'est dans mon domaine de spécialité. C'est la grosse crise, la grosse vague qu'on va se prendre, que l'humanité va se prendre dans les décennies et les siècles à venir, qui s'appelle le réchauffement climatique, et les contraintes, de manière générale, qui vont s'exercer du fait des limites de la planète, sur l'accès à l'énergie, sur l'accès aux matériaux. Et face à ça, moi je trouve ça très intéressant ce qui s'est passé en France depuis 2 ans. Je pense qu'effectivement, si on regarde un peu autour de nous, on n'est pas vraiment en retard, je suis d'accord. Simplement, il me semble que je pense qu'il y a un large consensus sur le diagnostic. On est beaucoup à être convaincus en France, et ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde, qu'on a un vrai problème avec cette histoire de climat, un gros. Par contre, la conversation sur la thérapie, elle ne fait que débuter. Alors là, on a parlé d'outils thérapeutiques, en particulier dans l'animation du débat. Moi, je voudrais qu'on parle davantage du plan de montage. Où est-ce qu'on veut aller face à cette crise? Et je trouve ça extrêmement, à nouveau, inspirant de voir que dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, on a été capable de prendre des individus pris au hasard dans la nation, donc des Kidam, des Monsieur Prudhomme, des individus lambda, si on veut parler comme ça. Et on s'est rendu compte, parce qu'on a nourri ce débat, que le français moyen est tout à fait apte à comprendre les tenants, les aboutissants de cette crise monumentale qui nous attend pour nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui vont après. Simplement, je me demande si ce n'est pas le politique, lui, qui a une hystérésie. C'est un retard par rapport à une évolution fondamentale que je n'attribuerais pas à de la tartufferie ou de la mauvaise foi, même s'il y a un certain nombre de choses très importantes dans la Convention citoyenne pour le climat qui sont en train d'avoir droit à un enterrement de première classe. Ce que je trouve fascinant, c'est de voir qu'en fait les politiques, sans doute, les praticiens de la politique, ont l'habitude de confronter leurs idées avant de les confronter à ce que dit, en l'espèce, un problème qui est essentiellement objectivable, parce que c'est un problème pratique, c'est un problème physique. Et là, dans ce cadre-là, il y a des réponses qui sont objectivables, donc qu'on peut justifier, ce qui est nouveau dans le débat idéologique. Dans le débat idéologique classique, quand c'est des affaires d'homme à homme ou d'homme à femme, est-ce que je suis pour ou contre le mariage homo? C'est une histoire de fort intérieur. Là, on parle des infrastructures vitales de la nation. Et dans ce cadre-là, il y a des réponses qui sont objectivement fausses ou vraies. On est capable, le Shift Project en particulier, on a essayé de quantifier ce qu'il fallait faire pour le transport domestique à l'intérieur du pays. Et on s'aperçoit bien que ce qui est mis sur la table, ce qui est proposé par les gens de la Convention citoyenne pour le climat va bien davantage dans le sens de la mise en œuvre de la politique qu'on a adoptée tous, c'est-à-dire de sortir des énergies fossiles, que les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement. Et ça, c'est objectivable. Et c'est nouveau parce qu'au pays de Descartes, je pense que face à cette crise, pour y revenir à cette maladie qu'on a, notre ligne de vie, c'est son caractère. Profondément, largement objectivable. Et dans ce cadre-là, j'ai l'impression que nos concitoyens lambda, ils sont capables d'être beaucoup plus audacieux dans la construction d'un plan d'ensemble que, à ce stade, en tout cas, la classe politique, si elle existe. Voilà.
Quand on parle d'initiatives citoyennes, et vous avez tous donné des exemples concrets d'initiatives citoyennes sur le terrain au quotidien, une question se pose qui est effectivement le changement d'échelle. Est-ce que ces initiatives citoyennes peuvent changer d'échelle? Et puis dans ce cas, comment contribuer à ce qu'elles changent effectivement d'échelle? Romain Slitine, quelle est votre analyse là-dessus? Comment changer l'échelle de ces initiatives citoyennes? Pour changer d'échelle, il faut sortir, vous l'avez dit les uns et les autres également, sortir d'une démocratie de laboratoire où on va faire des expérimentations à petite échelle, on va être content de ce qu'on a fait, mais finalement ça a peu d'impact sur le cours des choses. Bon, donc ça c'est la première chose, c'est l'ambition. La deuxième chose, pour changer d'échelle, c'est des choses aussi assez concrètes, c'est que ces initiatives démocratiques puissent être mieux reconnues, mieux soutenues, y compris politiquement. Alors je me réjouis que des personnes comme Olivia Grégoire, Johanna Rolland le soutiennent, y compris dans le discours politique, parce qu'il y a encore trop peu d'élus qui portent une voix forte sur le sujet, mais aussi il faut le financer. Et beaucoup d'initiatives sont sous-financées. Et donc ça, c'est le problème de l'économie sociale et solidaire en général. Mais c'est aussi, plus spécifiquement, il faut s'intéresser à ces innovations démocratiques qui sont essentielles dans notre démocratie. Et vraiment là, c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger en direct. Je pense que le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire doit aussi s'intéresser au financement et à l'accompagnement de ces innovations démocratiques qui existent sur le terrain et qu'un certain nombre de personnes essayent de développer. Et ensuite, surtout, pour changer d'échelle, je crois que vous l'avez dit aussi, Olivia Grégoire, c'est ne pas opposer démocratie délibérative et démocratie représentative, mais c'est au contraire de voir quelle est l'articulation. Et là, l'articulation, pour moi, le plus bel exemple, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Parce que je modérerais un petit peu le fait que c'est une initiative qui vient du gouvernement. C'est pas une initiative qui vient du gouvernement, la Convention citoyenne pour le climat. C'est bien une initiative citoyenne. Je faisais partie des personnes qui ont interpellé le gouvernement avec 100 autres organisations, personnalités, pour justement, à la sortie de la crise des Gilets jaunes, l'idée c'était de se dire comment on fait pour sortir de cette impasse avec la fameuse concilier fin du mois et fin du monde. Et c'était impossible de le faire avec nos institutions et nos modalités démocratiques actuelles. C'est pour ça que un certain nombre d'organisations citoyennes, d'organisations d'innovation démocratique, d'organisations un certain nombre de gilets jaunes également, un certain nombre d'élus, un certain nombre de représentants du monde économique ont interpellé directement le président de la République pour lui proposer de mettre en place cette convention citoyenne pour le climat. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une impulsion citoyenne qui a ensuite été effectivement saisi au bon par le président de la République avec un rapport de force où les citoyens et ces acteurs qui ont proposé la Convention citoyenne pour le climat ont dit « Ok, nous on veut bien aider, accompagner à monter en place cette innovation démocratique majeure en France, parce que c'est une innovation démocratique majeure en France. Aujourd'hui, partout, et moi je suis en Argentine actuellement, et je peux vous dire que le gouvernement argentin regarde avec grande attention ce qui a été fait sur le sujet, comme beaucoup d'autres gouvernements, donc on peut en être fiers. Et donc, cette innovation démocratique a été finalement l'articulation entre une pression citoyenne, une volonté de démocratisation et une saisie au bon, je dirais, des institutions. Et ça, c'est très puissant parce que du coup, le président de la République s'est engagé dès le départ à transmettre sans filtre au Parlement ou bien à soumettre à référendum ou bien à prendre les décrets nécessaires de l'ensemble des propositions qui auront émané de la Convention citoyenne. Ce qui a été fait globalement, vous l'avez dit Mathieu, il y a un certain nombre aussi de propositions importantes qui sont enterrées ou qui ont été enterrées, mais on peut quand même voir les choses avec la bouteille à moitié pleine, et je pense que
on a un mouvement qui s'est créé grâce à cette innovation démocratique. Et donc, c'est comme ça qu'on peut effectivement changer d'échelle, à mon avis. Merci beaucoup Romain. Nous reviendrons effectivement à cette grande convention dans une troisième partie de la journée. Olivia Grégoire, le changement d'échelle, on imagine que c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous concerne particulièrement. Comment allez-vous faire pour changer l'échelle des pratiques qui sont multiples, des initiatives citoyennes en France ? Alors, déjà, je pense que pour poursuivre avec ce qui vient juste d'être dit et pardonner ma franchise, moi, je ne suis pas une femme politique professionnelle, je me suis engagée il y a 3 ans. J'étais avant, et vous l'avez dit, dans la vie économique, toute petite entreprise et d'autres. Je crois que ce qui compte aujourd'hui, et je vais le dire comme je le pense, c'est pas tant les AOC des idées, et plus j'avance, pardonnez ma trivialité, mais plus je me fous d'où viennent les bonnes idées. Je vous l'accorde, Romain Slitine, et vous avez clairement raison, on ne va pas refaire l'histoire sur les Gilets jaunes, mais ce qui compte, c'est que cette convention citoyenne, elle se soit tenue. Ce qui compte, c'est qu'elle ait produit 150 propositions. Ce qui compte, c'est que ce soit porté au sein du Parlement dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui viennent de partout, qu'elles soient venues plutôt de l'opinion publique et à la suite de la crise, on ne va pas se mentir. C'est une très bonne chose. Je vous l'ai dit au démarrage, pour moi, ce qui compte, c'est l'impact. Et l'impact, c'est qu'on a un certain nombre de mesures qui vont être prises et qui portent la position des citoyens. Alors justement, concrètement, Olivia Grégoire, quel type de mesures vous avez envie de mettre en œuvre ? Je vais répondre à votre question. Le président a été très clair. C'est 145 ou 146 mesures sur les 150 qui ont été proposées. Donc, c'est quasiment l'intégralité de ce qui a été proposé qui doit être porté au sein d'un texte de loi. Très probablement en début d'année, Barbara Pompili, ma collègue, l'a dit, au sein du Parlement. Ça a donc vocation à se retrouver sur le bureau des parlementaires dans les prochains mois, et c'est quasiment l'intégralité, je le dis bien, des propositions qui doivent être portées. Après, vous l'avez dit... Olivia Grégoire, pardon, je vous interromps, au-delà de la convention qui fait l'objet en fait d'un troisième temps fort de la journée, quelles sont les mesures concrètes que vous allez mettre en œuvre pour faire avancer les choses ? Vous le dire, la démocratie de laboratoire, et vous avez raison, à nouveaux enjeux, nouvelles méthodes et innovation de l'État. Le vrai sujet, c'est de passer à l'échelle, et c'est pourquoi sur 2 sujets fondamentaux, la finance à impact et les contrats à impact, j'ai annoncé un certain nombre de choses. J'ai relancé, parce que je ne les ai pas inventés, j'ai relancé il y a quelques jours les contrats à impact qu'on appelle dans le monde entier social bonds. La France a lancé les green bonds. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez expliquer justement ce que sont ces contrats à impact ? C'est assez simple. En apparence, c'est assez compliqué à expliquer. Ça part d'un postulat. L'État est trop gros pour adresser un certain nombre de problématiques de politique publique. Et il y a des failles. Les associations, les acteurs de terrain, les acteurs de l'ESS sont parfois trop petits pour être financés et portés à l'échelle, ce qu'ils proposent sur leur circonscription ou leur municipalité ou leur région. L'idée, c'est que l'État, aux côtés de porteurs de projets, qui peuvent être des associations, qui peuvent être aussi des entreprises de l'ESS, au service de l'économie sociale, solidaire et responsable. L'idée, c'est que l'État, avec ses porteurs de projets et un investisseur, l'État aidera en investissement, se mettent ensemble autour d'une table et disent on va se fixer un objectif d'impact social, environnemental ou solidaire. On se donne 1 an et on vous permet de vous financer avec un investisseur pour parvenir à obtenir cette performance. Ça peut être par exemple une performance d'insertion professionnelle où une association a une méthode, une approche pour améliorer l'insertion professionnelle d'un certain nombre de personnes. Là, le porteur de projet vous dit, voilà, moi je m'engage avec cette approche à réinsérer par exemple une centaine de personnes. À partir du moment où la performance annoncée sociale, environnementale est obtenue, l'État prend en charge l'intégralité du financement et paye au résultat de l'impact social, environnemental ou solidaire. Ça permet de résoudre en un mot, et je ne veux pas être trop longue, des problèmes qui aujourd'hui ne sont pas traités et où l'État est trop gros,
où les acteurs locaux sont parfois trop petits, et ça doit permettre de faire passer à l'échelle beaucoup de projets. Nous lançons, et j'en termine, 3 séries de contrats à impact, chaque fois avec 10 millions d'euros derrière. Le premier a été lancé la semaine dernière. Vous pouvez le trouver en ligne sur le site de l'ADEME, sur l'économie circulaire. N'importe quelle association, porteur de projet, qui a une idée innovante, qui est capable de dire, moi je pense qu'on peut obtenir ça comme résultat, on signe un contrat ensemble, si la performance est au rendez-vous les mois qui suivent, l'État prend en charge intégralement le financement. Je termine juste en vous disant qu'on a de l'ambition, que j'ai de l'ambition sur ces contrats à impact, sur des lignes de 10 millions d'euros qui sont déjà stabilisées et financées. Ce n'est pas de l'argent que je vais aller chercher, c'est de l'argent qui est là, disponible. Ce qui est important, c'est qu'on va essayer de faire passer... Olivia Grégoire, on va revenir dans un instant. Millions d'euros. Voilà. Pardonnez-moi, non mais excusez-moi, je ne peux pas présenter une innovation ultra complexe en moins de 42 secondes. Je comprends, je sais que c'est extrêmement complexe, effectivement. On va laisser... Nous ne cherchons a priori que des projets qui sont supérieurs à 1 million d'euros. Ce que je veux dire par là, l'idée c'est d'avoir de l'ambition pour ces acteurs-là et qui se rassemblent aussi pour répondre. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une question très importante. Johanna Rolland, ces fameux contrats à impact, est-ce que ça vous semble être une solution pour vous, vu d'ici de Nantes? Oui, je crois que ça peut faire partie des outils à regarder. Ce qui me semble essentiel, c'est de se poser la question de la finalité. L'outil, il est toujours au service de quelque chose. Quand on est responsable politique, c'est au service d'un projet de société, et quand on est responsable d'une métropole, au service d'un projet de territoire qui vient incarner, traduire un projet de société. Je vous prends 2 exemples concrets. Nous, ici à Nantes, on fait le choix politique et assumé comme tel, de mettre la transition écologique au service de la lutte contre les inégalités. Si on veut être à la hauteur des accords de Paris, on sait qu'aujourd'hui, les grandes métropoles, c'est vrai en France, c'est vrai partout en Europe, dans le rapport avec les territoires périurbains et ruraux. Si on regarde que l'internalité de nos émissions de gaz à effet de serre, on ne sera pas dans le trend. Donc concrètement, nous, on travaille à une réciprocité, à une interaction entre les territoires urbains et ruraux, parce que notre finalité, c'est d'assumer des enjeux de transition écologique. Donc ça peut être un premier niveau de changement d'échelle. Je prends un deuxième niveau de changement d'échelle, qui est l'échelle européenne. Bien trop souvent encore, il n'y a pas d'association en amont de l'échelon ville et métropole dans les politiques publiques européennes, ce qui fait que des choses parfois très bien pensées n'arrivent pas là où elles doivent être. Et parfois on nous dit, si, on vous promet, on a fait un effort, on a pensé la logique de régionalisation. Mais même quand on pense la logique de régionalisation, d'abord si c'est une déconcentration, c'est pas une décentralisation, et à l'échelle d'une région, il reste une diversité de territoires extrêmement forte. Donc le deuxième élément de changement d'échelle, il est dans l'interaction permanente entre l'échelle ville, l'échelle régionale, nationale et européenne. Et puis enfin, je voudrais dire un dernier mot, parce qu'on a beaucoup évoqué la question de la Convention citoyenne climat. Moi, j'ai regardé ça avec grande attention. Ça existait un peu aux échelles territoriales et ça n'existait pas en France à l'échelle nationale. Donc pour tous ceux qui, comme moi, sont des convaincus de ces sujets, nous avons regardé ça avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'attention. Donc moi, je serais très attentive à regarder la fin de l'histoire. J'ai entendu enterrement de première classe. Je vais attendre encore un peu pour me prononcer. Mais s'il s'avérait que la Convention citoyenne climat se retrouvait à la fin de l'histoire démonétisée, ce n'est pas simplement cette expérience qui se retrouvait décrédibilisée, c'est tous ceux, responsables politiques, associatifs, entrepreneurs qui essayent de mettre en œuvre ce type de logique renouvelée qui ferait les frais de cela. Et donc je crois qu'on a là-dessus une responsabilité collective très forte. Merci à vous. Mathieu Ozano, vous venez d'écouter Olivia Grégoire et Johanna Rolland. Comment réagissez-vous notamment par rapport aux problématiques de transition énergétique? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment changer l'échelle de ces transitions? Je pense oui, absolument, si on sait aller au bout de la conversation. Encore une fois, on a une chance, c'est que cette conversation sur la transition écologique, elle est, je le répète, largement objectivable. Et je pense qu'on est tout à fait outillé au pays de Descartes pour aller au bout de cette conversation. Mais il faut accepter les réponses. Le débat, on peut considérer que c'est un épiphénomène, mais le débat sur la 5G, par exemple, sur le déploiement de la 5G, est extrêmement intéressant. Il est
largement objectif. Le fait que déployer la 5G ne va pas du tout aider à boucler l'équation de la sortie des énergies fossiles et de la transition énergétique est un fait pratiquement absolument objectivable. Donc il faut accepter les réponses. Et c'est quelque chose qui est difficile, je pense, qui est difficile dans le débat démocratique, où on a l'habitude de confronter des idéologies avant de les confronter à la réalité tangible. Or là, cette histoire, cette crise dont on parle, donc voilà, on a énormément d'outils démocratiques. La démocratie n'a cessé, à mon sens, de progresser. Elle s'est renforcée, je crois, contrairement à ce qu'on voit dans les scrutins. Je pense qu'il y a une pacification des relations séculaires dans nos sociétés qui fait qu'en tout cas en France, on a la chance de pouvoir avoir des conversations adultes. La conversation citoyenne le montre. Je pense que la plupart des conseils municipaux de France et de Navarre, malgré les énervements et le mauvais caractère prêté aux Français, prouvent que la démocratie, c'est s'engueuler aussi, c'est s'empailler, mais elle avance. Et moi, je ne me résous pas à une conversation qui serait impossible parce que il y a trop de perdants en chemin. Non, il faut planifier. Je suis très content, et on a une paternité non nulle dans cette histoire, que le gouvernement remette au goût du jour cette idée de planifier. On ne se tirera pas de cette histoire de transition énergétique, de transition écologique, si on n'est pas capable d'employer tous les outils de la conversation démocratique pour avoir une conversation réellement adulte. Merci, merci pour cette intervention. Merci à tous les quatre. Le temps passe très très vite. On va donc prendre maintenant des questions de là-bas. Olivia Grégoire. Je veux juste vous dire une minute. Il faut que j'enchaîne. Juste une chose. Vous avez raison. L'engueulade à la française, elle est assez salvatrice au plan démocratique. J'adhère totalement et je crois qu'on se voit bientôt le Shift Project. Je crois qu'aussi, Johanna Roland, vous avez eu un mot que je trouve fort, c'est que cette transition écologique, et pardonnez-moi, je vous ai dit, je ne vais pas vous mentir, moi j'étais au Parlement pendant la taxe carbone et je l'ai vécu dans ma chair. Et je l'ai vu, cette crise des Gilets jaunes. La transition écologique, c'est aussi une transition économique et sociale. Et il ne faut pas que cette transition écologique, on le fasse sans y penser et sans intégrer la dimension des inégalités sociales. Je pense que c'est important en termes de shift, pour terminer. Oui, on doit faire ce changement de modèle écologique, c'est la priorité, pas au détriment et pas contre l'égalité sociale. Ça me semble important. Merci de m'avoir invité et pardon de vous. Madame la ministre, merci à vous d'être intervenue. Alors on va prendre la première question. Initiative citoyenne, oui, mais est-ce que ce ne sont pas toujours les mêmes citoyens aisés, privilégiés, ayant accès à l'information et surtout à l'espace public qui prennent ces initiatives? Qui veut prendre le micro? Qui prennent les initiatives. Dans le cas de la Convention citoyenne pour le climat, ce sont des gens qui ont été tirés au sort. Nous, on a notamment discuté beaucoup, je pense à quelqu'un dont le métier c'est l'aide à la personne, qui a des revenus assez modestes et un bagage social qui ne vient pas des classes aisées et qui était sans doute, qui est devenue une des expertes les plus aguerries que je connaisse des questions de transition énergétique. Johanna Roland. Deux mots en complément. D'abord, je crois qu'on a tous sur ces sujets des représentations et que ça vaut le coup là aussi de les éprouver à l'épreuve des faits. Au début du dernier mandat à Nantes, on a lancé une grande évaluation pour regarder qui venait dans nos dispositifs de dialogue citoyen. Et on se disait un peu ce que la personne là écrit. Sans doute que les plus modestes sont les plus écartés. En fait, à l'épreuve des faits, on s'est rendu compte que ceux que l'on n'avait pas assez, c'était les jeunes parents qui travaillent et qui ont des enfants de la vie dans laquelle ils étaient. Dans l'organisation tout simplement de la semaine, une réunion un soir à 19h, ça collait pas. La deuxième réponse, c'est que ça dépend comment on le fait, comment on l'organise. J'ai évoqué tout à l'heure le grand débat sur la transition énergétique qu'on a lancé. On avait fait tout un travail avec toutes les grandes fédérations d'action sociale dans une communauté d'habitants qu'on avait appelée la communauté des astucieux. Et là, on a vraiment eu des personnes en précarité. Le deuxième exemple que je donnerais, parce qu'on n'est pas tous à égalité pour prendre la parole dans une salle, dans une convention, eh bien quand on transforme la réunion publique en balade urbaine un samedi matin, on n'a pas les mêmes habitants. Donc je crois que la question, c'est aussi la diversité de l'offre pour pouvoir relever ce qui reste un vrai défi.
Alors on va prendre une question suivante. Une crise mondiale ne peut-elle pas être résolue que par une gouvernance mondiale? L'échelle citoyenne peut-elle suffire à un niveau mondial comme cette crise? Qui est-ce qui voudrait... Peut-être Romain Slitine, si vous êtes après, toujours... C'est vrai que, entre le mondial et le local, il y a un espace qui est déjà l'espace européen. Et on voit déjà que là, c'est quand même assez compliqué d'arriver à impulser des transitions démocratiques. Je pense en particulier à l'initiative citoyenne européenne qui est une pétition qui doit être faite dans 7 États minimum et qui doit réunir 1 million de citoyens. Donc c'est la Constitution européenne permet cela, cette initiative citoyenne européenne. Et en théorie, le Parlement européen doit se saisir de la demande des citoyens pour la traiter. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont réussi à obtenir ce quorum de 1 million de personnes, ce qui n'est pas rien, et dans 7 pays différents, en particulier l'initiative pour interdire ou réformer l'utilisation du glyphosate, et qui pourtant, récemment, n'a pas été pris en compte par le Parlement. Donc je vois déjà qu'au niveau européen, c'est assez compliqué, et qu'il faut déjà pouvoir, à mon avis, se battre à ce niveau-là, pour pouvoir faire avancer les choses. Merci Romain. Mathieu. Oui, brièvement, une crise globale telle que le réchauffement climatique ou l'approche des limites physiques à la croissance, elle aura des conséquences territoriales différenciées. Donc je pense que l'échelon local, il restera, d'abord c'est la base de la démocratie, et il sera toujours pertinent. Documenter, ne serait-ce que voilà, pour une région ou pour un territoire quelconque, documenter le diagnostic, comprendre ce qu'il risque de se passer, c'est la base pour faire ce qui, pour moi, est essentiel, au-delà des outils démocratiques pour le faire, qui est de bâtir une stratégie collective robuste. Donc ça suppose, et c'est en temps de crise ce qu'on fait, ce que les militaires font, par exemple, c'est même eux qui ont inventé ça s'appelle la prospective stratégique. Et ça, on peut parfaitement, on doit même commencer par la construire localement. Comprendre, comme l'a fait par exemple la région Aquitaine, c'est une exposition très intéressante menée par Hervé Le Treut, qui est un des plus éminents climatologues français, qui a eu ce travail pionnier de solliciter la connaissance des universitaires, des agriculteurs, des gens qui habitent leur territoire pour comprendre les effets du réchauffement climatique et se projeter dans l'avenir. C'est la base pour construire un plan cohérent. Voilà les perdants, voilà ceux qui risquent de perdre dans cette histoire. Je les identifie, je comprends ce qui les menace. C'est la base pour définir une stratégie robuste face à un avenir incertain et périlleux. Mais c'est évidemment, cette crise globale, elle va avoir des conséquences locales différenciées et puissantes de toute façon. Donc, il n'y a pas de contradiction. Merci Mathieu. On va prendre une autre question. On va nous afficher les questions qui vont arriver dans un instant. En attendant, Johanna Roland, est-ce que vous voulez justement réagir à la dernière question, à la suite de Mathieu? Oui, d'abord pour dire que moi je crois qu'on a besoin au moins 3 choses. De décentralisation assumée qui donne de l'espace, de la liberté et du pouvoir aux gouvernances locales, en disant d'emblée que les gouvernances locales, ce n'est pas des gouvernances qui sont enfermées dans leur territoire. Regardez aujourd'hui comment le dialogue entre les maires des grandes villes dans le monde sur les sujets climatiques, par exemple, sont pourvoyeurs de solutions. Il y a aujourd'hui, je crois, une étanchéité entre le local et le global qui n'existe plus et qui n'a pas vocation non plus à exister en termes de gouvernance. Donc moi, je crois qu'on a besoin de gouvernance locale forte, d'États stratèges nationaux forts, d'un échelon européen qui assume des choix, et puis de logique de régulation internationale, parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas des mécanismes de régulation internationale, le changement de modèle et d'échelle qu'on appelle de nos voeux, il se retrouvera confronté à des limites. On ne peut pas l'attendre. Mathieu, allez-y, 30 secondes. Allez. Non, on ne peut pas l'attendre. Là, la gouvernance mondiale, elle est tankée, comme on dit chez moi, elle est plantée. C'est pour ça que la conversation doit se concentrer sur
la résilience locale. On ne peut pas attendre que nos amis américains, que nos amis russes, que nos amis chinois retrouvent raison. Alors justement, on a une question. Le référendum est-il l'arme absolue dans la démocratie participative? Romain Slitine, est-ce que vous voulez intervenir? Je dirais oui et non. Tout dépend comment, et on l'a dit avant, comment on anime le débat pour aboutir à une réponse intelligente au référendum. On le sait en France que le référendum, on ne répond jamais à la question, mais on répond à la personne qui a posé la question, au président qui a posé la question. Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec lui? Et donc, si on fait un référendum, et en particulier le président de la République s'est engagé à soumettre un certain nombre de sujets issus de la Convention citoyenne pour le climat à référendum, là ça devient intéressant, parce qu'il y a déjà eu un premier débat au sein de cette commission de cette Convention citoyenne pour le climat, qui va ensuite s'élargir à l'ensemble de la société. Et là, tout l'enjeu, c'est comment on fait pour animer cela. Et là, ça devient intéressant de peut-être prendre l'exemple de ce que fait Nantes, par exemple, ou d'autres collectivités. Je pense à Grenoble, je pense en Europe à Barcelone, par exemple, où eh bien, il y a une ingénierie de la participation. Ça demande des moyens, ça demande une volonté politique de pouvoir faire les choses de manière correcte. Et donc, il y a plein d'outils qui peuvent être mis en œuvre pour animer le débat pré-référendum. Et dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, le référendum peut être sur les sujets majeurs de société une réponse intelligente. Merci Romain. Une question suivante. Comment retrouver la confiance dans les élus après les approximations, consignes changeantes et mensonges des élus pendant la crise Covid? Johanna Roland. Alors là, si vous espérez que je réponde en 30 secondes à cette question, je décline par avance. Je crois en tout cas que cette situation de crise, elle révèle le besoin d'anticipation et le besoin de temps long, que le pire en gestion de crise, c'est les stop and go. Je vais prendre un exemple concret. Tout le monde a pu vivre avant l'été, dans les écoles, les ordres et les contre-ordres. Les responsables l'ont vécu, les parents l'ont vécu, les Français l'ont vécu. Quand une situation est aussi difficile que celle que nous connaissons, et rien n'indique qu'elle va s'améliorer dans les semaines et les mois à venir, je crois que, au contraire, les choses vont monter d'un cran. Ça implique de la responsabilité partagée. Et je crois, moi, qu'une grande partie des élus qui sont engagés sur ces sujets sont engagés en responsabilité. Pour ça, il faut de la concertation entre l'État et les élus, c'est primordial. Et puis pour que les Français acceptent les règles, il faut qu'ils les comprennent. La question de la cohérence de ce qui est proposé me semble absolument déterminant si on veut que les choses puissent se passer de la meilleure manière possible dans la durée. C'est la voix que j'ai portée auprès du Premier ministre hier soir en disant les maires peuvent être à vos côtés sur ces sujets s'il y a concertation, s'il y a lisibilité et s'il n'y a pas d'effet yo-yo, ordre et contre-ordre tous les 2 jours parce que là ça devient ingérable. Je voudrais tenter un parallèle avec la crise du Covid, entre la crise du Covid et la crise climatique, en m'inscrivant dans la logique de ce que vous venez de dire, avec laquelle j'adhère parfaitement. La notion de cohérence est vitale. On ne peut pas se gourer, on ne peut pas se tromper de plan de navigation. On a évoqué tout à l'heure les gilets jaunes, c'est assez symptomatique. D'un défaut de réflexion qui aboutit à des inepties politiques. Confondre la boîte à outils avec le plan de montage. On avait un truc, on s'était dit tiens, on a un bel outil, là, on va appeler ça la taxe carbone, et l'homo economicus rationnel va faire le choix rationnel, une fois que je lui aurai fait pampant la taxe, d'acheter un autre véhicule, d'aller s'installer ailleurs, etc. C'est confondre un outil parmi plein d'autres et un gros qu'on a
qu'on se met facilement sur les doigts comme un gros marteau, avec un plan de montage. Non, il faut comprendre que voilà, quand on est, je sais pas, quand on habite en banlieue à une quarantaine de kilomètres du Havre et que votre ligne de train, fût-elle historique, Paris-Le Havre est plantée une fois par semaine, vous prenez le diesel et vous n'avez pas d'alternative. Vous n'avez pas d'alternative parce que c'est à l'État d'investir ou c'est à la collectivité d'investir pour mettre à disposition des alternatives praticables. Sinon, votre réaction d'homo economicus, c'est d'aller au milieu rationnel, c'est d'aller au centre d'un rond-point, de mettre un truc bien voyant et de cramer une palette en disant ça va pas. Votre méthode thérapeutique est mauvaise. Et là, dans le cadre de la crise du Covid, pour moi, c'est la même chose. Sans méthode thérapeutique patiemment discutée et comprise et partagée, c'est une recette de l'échec. Alors, une question, on va prendre, ce sera une des dernières questions parce que l'heure tourne. L'âge adulte de la démocratie, n'est-ce pas cesser de chercher un sauveur, qu'il soit élu ou citoyen, mais d'apprendre à aborder avec courage des questions difficiles à tous les étages et dans le quotidien? Oui. Et oui. Et oui. Romain. Non, très belle définition. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début du débat. Face à la complexité des choses, c'est une illusion extrême de penser qu'il y a un sauveur, que nous sommes, que quelqu'un peut arriver et résoudre les problèmes. Les problèmes sont complexes et donc nous devons tous nous y mettre. Et nous devons tous nous y mettre, je dirais, sur deux niveaux, parce que c'est peut-être la dernière fois que je parle dans ce débat. D'abord, on l'a dit, sur pouvoir décider ensemble, pouvoir co-décider avec les élus, c'est la question de la démocratie, mais c'est aussi pouvoir agir concrètement. Et donc finalement, l'échelle du territoire, au sens large, me semble essentiel parce que c'est sur le territoire que l'on peut décider, voir l'impact de ces décisions, mais aussi pouvoir agir concrètement et lancer des initiatives. Je pense en particulier à une dynamique qui est très intéressante, qui est lancée maintenant dans une vingtaine de territoires en France, qui est Start-up de territoire, qui a pour objectif de créer des entreprises utiles aux citoyens, utiles aux habitants des territoires. Et donc c'est là où on recrée des circuits courts, on recrée de manière massive, on recrée de nouvelles façons de consommer et de produire sur nos territoires. Et je pense qu'une partie de la solution réside également là. Johanna Roland. Oui, peut-être un mot sur cet enjeu de la démocratie du faire que j'entends derrière vos propos. Le fait de dire finalement, est-ce que c'est associer les citoyens aux réflexions de fond, la démocratie participative, ou est-ce que c'est aussi les associer à l'action? Nous, à Nantes, on a pris le parti de faire les deux. Et je vais donner un exemple très concret. Dans le grand débat sur la transition énergétique, j'ai évoqué, on avait mis en place donc des communautés. Une de ces communautés s'appelait la communauté des défricheurs. La collectivité, elle jouait un seul rôle, le rôle d'impulsion et de mettre des gens autour de la table. C'était très simple. Vous aviez là des Nantais qui se lançaient à eux-mêmes des défis. Dans ma cage d'escalier, je m'engage à aller bosser sans voiture. Et puis quand j'ai convaincu le voisin de ma cage d'escalier, je dois convaincre celui d'au-dessus et celui d'en dessous, etc., etc. Je retiens deux choses de cette expérience. D'abord, quand on a les jeunes. Les plus nombreux de cette communauté des défricheurs étaient des gens entre 18 et 30 ans qu'on n'avait pas forcément dans le temps uniquement du débat d'idées au sens traditionnel. Ce qui correspond d'ailleurs à ce que les jeunes qui marchent dans la rue nous disent pour le climat. Quand ils disent on n'a plus le temps, c'est plus le temps de réfléchir, c'est le temps d'agir. Et ça, je crois que c'est une des choses qu'on doit intégrer si on veut pouvoir conjuguer une réflexion de fond, une réflexion stratégique, mais aussi la bascule dans le faire qui permet parfois de donner de l'espace à des gens qu'on n'aurait pas sinon dans nos démarches un peu plus traditionnelles. On va prendre, il nous reste 1 minute, 2 minutes. La dernière question, avec une réponse succincte. Peut-on faire de la démocratie participative pour tous les types de décisions, notamment en temps de crise, comme le confinement par exemple? Qui est-ce qui souhaite répondre à cette question? Moi, je veux bien en dire un mot. Je crois qu'on peut faire de la démocratie participative sur tous les sujets, même sur des sujets difficiles. Dans une démocratie adulte, on doit pouvoir mettre la sécurité au débat citoyen.
on doit pouvoir mettre les sujets de choix financiers, qui ne sont pas les plus glamour, au débat citoyen. En revanche, je crois qu'il faut aussi assumer de dire qu'après le temps de la démocratie participative, il y a le temps de la décision. Parce que la force du suffrage universel, c'est bien à un moment donné que l'intérêt général est confié aux représentants du peuple pour décider. Et plus la situation est grave, et c'était le cas sur le cas du confinement, c'est le cas dans la crise sanitaire dans laquelle on est, plus la question à un moment d'assumer la responsabilité, d'assumer la décision et toutes les conséquences qui ont et qui iront avec devient absolument première. Et on voit bien à quel point ça amène à d'autres débats, le rapport à l'autorité dans notre pays, comment une autorité apaisée peut être ou non acceptée. Et là, je crois qu'on a des sujets très très lourds qui sont devant nous. Merci. Eh bien, effectivement, on a tous un agenda très rempli. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir posé vos questions en direct à nos invités. Très bonne fin de journée. Merci.